Vous n'avez pas le droit de me tricher. Hein. Bonjour à tout le monde. En ce samedi matin, un brin frisquet. La Ligue des droits et libertés remercie Québec solidaire pour cette invitation. Je sens dans mon cou le souffle de plus de 1000 militants et membres de la Ligue et conséquemment, par souci de respect et de solidarité, j'ai écrit quelques notes et je vous demande presque de m'en excuser puisque nous sommes samedi matin. Donc, et d'ailleurs, l'avantage des notes écrites, c'est que je serais heureuse de les mettre à la disposition des personnes malentendantes et sourdes qui pourraient s'en inspirer. Et bien sûr, un bonjour à ceux qui sont virtuellement avec nous ce matin. Fondée en 1963, la Ligue des droits et libertés est un organisme à but non lucratif, indépendant, non partisan, et qui vise à faire connaître, à défendre, à promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance de tous les droits humains. La Ligue des droits et libertés est associée à la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. La Ligue des droits et libertés poursuit, comme elle a fait tout au long de son histoire, différentes luttes contre la discrimination et toute forme d'abus de pouvoir, pour la défense des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Son action a influencé plusieurs politiques gouvernementales au Québec et a contribué à la création d'institutions vouées à la défense et à la promotion des droits humains, notamment la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, la création de la Commission des droits de la personne du Québec, l'abolition de la peine de mort, la démocratisation de l'accès à la justice, la création du régime d'aide juridique, la mise en place du système de protection de la jeunesse. Plus particulièrement, dans le contexte actuel de la dérive sécuritaire, elle se bat pour le plein respect des droits civils et politiques. Ses actions visent l'ensemble de la population, de même que certains groupes placés, selon différents contextes, en situation de discrimination. J'insiste, c'est le mot-clé. Notons la récente action de la Ligue des droits et libertés en faveur des femmes incarcérées et détenues à l'Institut Leclerc. Quelles sont les méthodes de travail de la Ligue? La Ligue fédère un nombre important de militants et militantes qui sont réunis en comité de travail. Et ces comités n'hésitent pas à solliciter des expertises, des connaissances, l'opinion de la société civile afin de déterminer les positions de la Ligue. À ce jour, par exemple, l'un des comités qui est fort actif à la Ligue, c'est celui qui se penche sur le racisme systémique au Québec. Nous sommes de ceux et celles qui croyons que le racisme systémique existe au Québec. De plus, la Ligue a réimprimé récemment une brochure portant sur la laïcité, laquelle est fort populaire. C'est cette brochure et la position de la Ligue que je présenterai ce matin. D'ailleurs, j'en ai amené une substantielle quantité. Je ne sais pas où est la pile, mais vous nous servirez. Et pour ceux et celles qui se joignent à nous virtuellement, la brochure est disponible en ligne. Les méthodes de travail privilégiées par la Ligue l'autorisent à modifier au fil du temps ses positions. Et je reviendrai aussi sur cette question nommément concernant les agents de l'État. Somme toute, la Ligue défend avec ardeur l'idée que c'est par le débat public qu'on combat les préjugés et que personne ne doit ainsi être exclu de ce débat ou brimé dans sa participation à la vie démocratique et à celle des idées. Quel est le parcours de la Ligue concernant la laïcité? Rappelons que la Ligue des droits et libertés a participé notamment aux travaux de la commission Bouchard-Taylor. En 2010, elle a participé aux travaux entourant le projet de loi 94 portant sur les balises des accommodements dans l'administration gouvernementale. Elle dénonçait alors, et dénonce toujours, la capacité de ce projet de nuire à l'intégration des membres de certaines communautés, notamment des communautés racisées. En 2013, elle a aussi participé aux travaux parlementaires concernant le projet de loi 60. Ce ne fut pas l'expérience la plus heureuse de l'année. Ce projet de loi 60 est mieux connu pour avoir proposé une charte des valeurs. La Ligue s'opposait vigoureusement à ce projet de loi en précisant que la laïcité n'est pas une valeur, mais bien un processus, une manière de régir les rapports entre les religions et l'État, lesquels se doivent d'être neutres, comme l'expliquait précédemment l'ami Renaud. C'est parce que ces rapports sont neutres que, d'une part, tous les droits de toutes les personnes sont protégés contre les discriminations et que, d'autre part, tous les citoyens ont les mêmes droits et tous les droits
sans égard à leurs croyances ou à leur incroyance. En 2016, la Ligue des droits est intervenue dans le cadre du projet de loi 62, devenu le chapitre 9, merci mon ami, des lois de 2017 et intitulé « Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes ». Je l'appellerai la loi de 2017 sur la neutralité religieuse. Dans ce dernier contexte, la Ligue affirmait que le ciblage dans les faits d'un groupe religieux et d'un sexe particulier est discriminatoire. Par ailleurs, la Ligue ajoutait que le projet de loi confondait le fait d'afficher un signe religieux spécifique, bien qu'il nommé, et le prosélytisme issu du fait de ce seul port d'un vêtement ou d'un attribut. A contrario, la Ligue s'interrogeait sur le silence de la loi dans les cas de prosélytisme non apparent. La neutralité devenait ainsi asymétrique et discriminatoire. Quelle est donc cette vision des droits humains promue par la Ligue? Comme le droit international, la Ligue défend l'idée que tous les droits humains sont indivisibles et interdépendants et qu'ils doivent tous être garantis sans discrimination et en toute égalité. La liberté de conscience et de religion, c'est une liberté fondamentale tout autant pour les croyants que pour les non-croyants. Elle est, à vrai dire, la finalité de la laïcité et tous et toutes doivent en jouir sans discrimination. Le droit à l'égalité exige donc que les hommes et les femmes puissent non seulement adhérer à des croyances, mais aussi exprimer et afficher cette adhésion dans l'exercice de tous leurs droits. Parlant des femmes, la Ligue, qui dénonce le sexisme et le racisme, croit que celles-ci ont droit à une égalité concrète dans les faits, pas théorique, concrète. C'est-à-dire une égalité dans l'exercice de tous leurs droits et non seulement de leur droit à la liberté de croyance. Les droits économiques et sociaux de toutes les femmes, dont le droit au travail, au logement, à la santé, à l'éducation, sont donc déterminants de l'égalité réelle des femmes. L'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas un droit en surplomb, au-dessus, à côté, en dessous, je dis trop, des autres droits. C'est un principe qui détermine le contenu de tous les droits humains, indivisibles et interdépendants. Les droits humains ne sont pas l'équivalent d'une liste d'épicerie que l'on réduit ou que l'on augmente selon les disponibilités budgétaires ou selon ses valeurs. Car ces droits vivent tous et en tout temps en relation d'interdépendance. Dans les faits, le débat québécois est actuellement dominé par un signe religieux, le hijab ou foulard islamique. Cela doit nous mettre plus que la puce à l'oreille. Inutile de nier que, ce faisant, un groupe de femmes est ciblé et discriminé. Les discriminations dont elles sont victimes en général s'en trouvent donc accentuées et aggravées. La Ligue dénonce les fondamentalismes religieux et je crois qu'ici le pluriel est déterminant. Mais c'est un raccourci d'associer chaque croyant et croyante aux mouvances conservatrices religieuses. Après tout, des chrétiennes engagées militent pour l'accès à l'avortement au Brésil et un mouvement LGBTQ important milite aussi pour décomplexer les institutions religieuses chrétiennes, et ce parfois au risque de leur vie. Dans les faits, on ne sait rien encore des balises imposées à l'accommodement religieux au sein des organismes publics par la loi de 2017 sur la neutralité de l'État. Quel en est l'impact sur le droit à l'égalité, en emploi notamment? Quel est l'impact réel du critère de sérieuxité de la demande d'accommodement prévue par la loi et de celui du respect du droit à l'égalité entre les femmes et les hommes, ou encore du critère de neutralité de l'État? Qui est touché? Comment? Y a-t-il une analyse différenciée des impacts selon le sexe de cette loi de 2017? Pas que nous sachions, dit la Ligue. Qu'ajouterait à l'inconnu la reconnaissance dans une loi d'un autre concept, soit celui de la laïcité de l'État? Restreindrait-il d'autant le droit légitime, bien que balisé, à l'accommodement religieux? L'accommodement religieux deviendrait-il une peau de chagrin? Si c'est l'objectif recherché, il faut le dire, et faire porter le débat sur le droit des femmes à l'égalité et non sur la laïcité de l'État.
Et si la laïcité de l'État est au cœur du débat, il faut alors aborder deux autres enjeux centraux: le financement des écoles privées, nouvellement ou traditionnellement confessionnelles, et la dissipation de la confusion entre le patrimoine culturel et religieux, dans le cas du désormais célèbre crucifix de l'Assemblée nationale. La Ligue soulève ces questions depuis bon nombre d'années, et pourtant, aucun emportement issu du débat sur la laïcité n'enregistre de réels progrès sur ces fronts. Enfin, la Ligue rappelle le caractère inacceptable des lenteurs de l'intégration professionnelle en général des membres des communautés racisées au Québec, tout autant que celle de leur intégration au sein de l'appareil d'État et des organismes publics à titre de salariés. Il serait apprécié de garder en tout temps cette donnée à l'esprit, car personne n'a encore dit que déshabiller, désornementer ou bâillonner les agents de l'État et les employés des organismes publics accélérera ou accélérerait l'intégration professionnelle des membres des communautés visées. Abordons maintenant le vif du sujet, en pièces détachées. Donc l'État, esthétiquement neutre, et ses agents en situation d'autorité. L'État. On l'a dit et redit, notamment la Cour suprême du Canada dans la décision Saguenay, et je cite, « La neutralité religieuse de l'État ne signifie pas l'homogénéisation des acteurs privés qui s'y trouvent. » Parlant de l'État, parler de l'État, c'est donc parler de la relation entre l'État et ses agents. À ce jour, d'ailleurs, ce sont bien plus que les agents de l'État qui sont soumis à un devoir de neutralité, et ce depuis 2017, ces organismes publics. Et c'est pas la même chose. Cette neutralité, elle est donc définie comme la façon de ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de l'appartenance ou non de cette dernière à une religion, ni en raison de leur propre conviction ou croyance religieuse ou celle d'une personne en situation d'autorité. On sait cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre de cette définition que je peux afficher mes croyances. La question du visage à découvert étant actuellement en suspens à cause d'une décision de la Cour supérieure du Québec, et tout ceci était parfaitement prévisible. Je peux donc afficher mes croyances et rester neutre au risque de rebuter un client, un usager ou toute autre personne avec qui j'entre en relation au nom de l'organisme ou dans l'exercice de mes fonctions. C'est conforme aussi à la liberté d'expression, interdépendante avec la liberté de croyance. Notons que je peux aussi afficher un look parfaitement neutre et être le plus habile prosélyte religieux du monde. Après tout, il existe encore des écoles privées subventionnées au Québec qui fêtent en grande pompe la messe de Noël. On nous invite ici à croire que dans ce dernier cas, cela ne favoriserait aucune religion. C'est pourtant un geste bien plus proactif que le seul fait d'afficher passivement une croyance du fait du port de certains vêtements, couvre-chefs ou autres pendentifs. Nous devons donc vivre aujourd'hui avec des contradictions évidentes et qui reposent dans les faits sur des ciblages, des profilages et, disons-le, des préjugés. Contrairement au principe même de la neutralité de l'État favorise donc la religion des majoritaires et tente d'acheter la paix en donnant aux écoles privées le bon Dieu, Allah ou Yahvé, sans confession. Néanmoins, le législateur souhaite aller encore plus loin. Le travail ne serait pas terminé. Mais à quelle fin? Comment? Sans souhaiter débattre de ce que l'affirmation législative de la laïcité aurait de magique, dans un environnement où la règle de droit carbure plutôt à la notion de la neutralité de l'État. Pourquoi? Sans prendre le temps de faire le point sur les impacts sur les personnes de la loi de 2017 sur la neutralité de l'État, tout ceci nous semble et semble à la Ligue bien téméraire. Bien que l'analyse d'impact d'une loi sur les communautés concernées soit un point central de la norme d'égalité, on n'en parle jamais d'ailleurs. On nous propose aujourd'hui que le consensus politique remplace une telle analyse. Cette proposition de substitution, qui n'est pas conforme au respect des droits humains, inquiète grandement la Ligue des droits et libertés.
De surcroît, et en ne retenant du rapport Bouchard-Taylor que ce qui fait l'affaire de certains, la société québécoise, ou en tout cas un segment de celle-ci, met au défi les agents de l'État. Vous savez, monsieur, je suis bien vieille, puis vos chiffres sont bien petits. Alors, je vais vous les écrire ici. Parce que là, je viens de perdre 15 secondes, hein. Vous commencez la négo. Donc, on met au défi les agents de l'État en situation d'autorité d'afficher leur liberté de croyance par le port de signes religieux. Mais c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Ensuite d'être un exercice parfaitement théorique, vu la faible représentation, visible ou non, des membres des communautés racisées au sein des institutions dites d'autorité. Mon collègue, le professeur Pierre Basset, a fait à cet égard un remarquable travail. Nous parlons évidemment des élus, des juges, des policiers et, mais pourquoi donc, des enseignants. Attardons-nous quelques minutes, c'est maintenant que j'ai vu la petite affichette là, à cette question de brûlante actualité. Les élus. La Ligue des droits apprécie le fait que les élus représentent le peuple, pas l'État. Premier problème. Notons aussi que les élus constituent une communauté qui va bien au-delà des élus de l'Assemblée nationale. Pensons ici au niveau municipal. Donc, second problème. Si les élus de l'Assemblée nationale peuvent en tout temps invoquer le privilège parlementaire, déterminer leurs règles de fonctionnement dans cette enceinte, ce n'est pas le cas de tous les élus. Donc, deux règles possibles pour deux catégories d'élus. Comment le justifier? À l'heure où dominent les débats de l'importance des compétences de proximité. Quel serait le lien rationnel et raisonnable entre, par exemple, ma légitimité d'élu municipal de faire adopter un règlement, disons, de zonage concernant la nappe phréatique et ma tenue vestimentaire? Certes, ma tenue peut horripiler des citoyens, mais en quoi ma liberté de religion teinterait-elle ma capacité de débattre de ce règlement? L'interdépendance entre la liberté de religion et d'expression et les droits politiques de l'élu municipal saute ici aux yeux. Quel serait le gain démocratique, l'impact sur la justice sociale d'une telle interdiction? On peut certes anticiper un effet refroidisseur au sein de certaines communautés aux fins de l'enrichissement de la vie démocratique. La magistrature. Cette question soulève des enjeux constitutionnels non moins importants, notamment la question de savoir quel juge et à qui pourrait-on imposer une telle règle, mais je passe, pas de droit constitutionnel le samedi matin. Je préfère m'attarder à une autre règle fondamentale, soit celle de l'indépendance de la magistrature, qui veut que les tribunaux déterminent leurs propres règles. Jouxté au principe de l'impartialité, il est important que nous ne puissions imposer des règles à la magistrature. Et au risque de choquer, selon la Ligue, ce serait le chemin des dictatures que nous contemplons. La magistrature contrôle sa déontologie tout autant qu'en contrepartie, un citoyen peut demander la récusation d'un juge qui semble défaillir à son devoir d'impartialité et d'indépendance. Et évidemment, ce sentiment du citoyen ne peut reposer sur de simples préjugés, opinions ou valeurs. Les policiers. C'est différent et la Cour suprême ne s'est point encore prononcée. Comme tout le monde le sait, la Ligue mène un travail acharné, pour dire le moins, pour dénoncer la brutalité policière et réclamer de réelles enquêtes indépendantes sur la police. Elle travaille sans relâche aussi sur la question des armes non autorisées, autorisées. Bref, je ne dirais pas que les policiers sont les meilleurs amis de la Ligue des droits et libertés. Pourquoi? Parce que nous souhaitons que la force exercée par la police le soit en fonction de règles de droit qui contrôlent sévèrement les abus policiers. Cet espoir donc d'une règle de droit efficace envers la police diminue le sens, la portée de l'expression autorité policière. En conséquence, si le travail policier est réellement balisé par la règle de droit et s'il est soumis à des règles d'imputabilité sérieuses et indépendantes, que reste-t-il de l'autorité policière? Des impressions, des préjugés. Et, après tout, le droit des accommodements raisonnables s'applique aux policiers, policières, comme aux autres travailleurs et travailleuses. On peut probablement, peut-être,
Imaginez des situations concrètes et non hypothétiques, s'il vous plaît, où le port d'un signe religieux constituerait un risque matériel, physique, ergonomique dans l'exercice des fonctions ou pour la sécurité du policier, mais fort peu probable, un risque de partialité. La loi sur la police, parlant de règles de droit, laisse à cet effet la porte ouverte, et c'est bien tant mieux. Mais on doit surtout souhaiter qu'une présence accrue des membres des communautés racisées, y compris des membres de ces communautés affichant des signes religieux, facilite le dialogue interculturel entre les citoyennes, les citoyens et la police. Reste le cas des professeurs, une profession, je le rappelle, mais c'est une évidence, largement dominée par les femmes. Chacune a évidemment droit à son opinion au sujet de l'autorité de la maîtresse d'école dans la classe. Mais attention, il ne faut pas confondre l'autorité et les autoritaires. Vivant sous le règne de la règle de droit, il est intéressant de consulter la loi sur l'instruction publique. Vérification faite, celle-ci recourt 17 fois au mot autorité. Autorité parentale, autorité des directeurs d'école, de la commission scolaire, rapprochement de l'autorité au plus près des élèves, autorité de l'employeur, etc. Rien sur l'autorité des maîtresses d'école. Toutefois, la loi prévoit que la maîtresse d'école a pour fonction d'instruire, de socialiser et de qualifier dans une école décrite par la Cour suprême du Canada dans la commission scolaire des Chênes comme un milieu de vie. De plus, la loi sur la neutralité de l'État de 2017 oblige déjà la maîtresse d'école à respecter un devoir de neutralité. Donc, et après analyse, parler de l'autorité en milieu scolaire renvoie peut-être à un conflit potentiel d'autorité entre les parents et les directions d'école. Les profs n'ont rien à y voir. N'en jetons plus dans la cour des enseignantes qui est déjà trop pleine. Et évitons d'éjecter les plus vulnérables d'entre elles et celles qui aspirent à ce métier en dehors de la cour d'école. C'est ça, une analyse d'impact, et ça ne se limite pas à compter et à décompter les porteuses de hijab dans la cafétéria. Donc, au nom d'une autorité que les enseignantes n'ont pas, selon la loi, et afin d'éviter l'impact d'un prosélytisme qui leur est déjà interdit, nous serions prêts à prendre le risque de déclassifier, de cacher, voire de punir les enseignantes en leur interdisant l'accès à la profession parce qu'elles ont des convictions religieuses personnelles et affichées. Au-delà du marasme, ma collègue pourra me corriger, que cela risque d'entraîner dans les relations de travail, l'affaire ne tient clairement pas la route et est hautement discriminatoire en fonction du genre et de l'appartenance racisée. Car cette autorité alléguée entre vous et moi et tous ceux qui nous écoutent, c'est pas moins probable, par exemple, dans un CHSLD ou dans une garderie. Ce n'est pas ici la justice, mais l'État, et je vous invite à mettre un gros « et » majuscule, qui a le bras un peu trop long. Pour être honnête, la Ligue des droits et libertés n'a pas toujours eu cette position qui consiste à distinguer l'impression, voire le refus ou les risques de l'autorité tirée de la règle de droit, que l'on pourrait décrire comme la bonne autorité. Comme d'autres, la Ligue s'est méfiée de la rencontre entre l'autorité et la partialité. Nous avions négligé, croyons-nous, et c'est un large nous, de voir derrière l'autorité des humains qui la personnifient et qui ont des droits, dont le droit à la liberté de religion et celui à l'égalité. Et oui, les agents de l'État n'ont pas que des devoirs, ils ont aussi des droits. En cette ère où les professeurs d'université, les donneurs d'alerte et même les maîtresses d'école qui en ont ras-le-bol sont bâillonnés, voire congédiés, cette affirmation n'est pas banale. La bonne autorité n'a pas besoin d'être dépouillée de ses oripeaux pour être impartiale, neutre, bienveillante et, souhaitons-le, représentative de la diversité dans la société québécoise, ce qui est loin d'être acquis. De surcroît, la bonne autorité a déjà le devoir d'être neutre par rapport à ses convictions religieuses. Qu'ajouterait cet idéal démocratique? J'ai pas dit que nous vivons dans l'idéal.
une police du foulard, c'est bien ce dont il s'agit, sinon plus d'exclusion ou de discrimination. Le débat des agents de l'État est encombré de concepts qui, semble-t-il, lui sont étrangers. J'ai besoin de 2 minutes, mon bon ami. Le devoir de réserve et celui de loyauté, notamment. Le guide de l'éthique dans la fonction publique, pas les organismes publics, la fonction publique, c'est le guide de 2003, définit le devoir de réserve comme celui de la neutralité politique. Hein, on est dans les eaux de la corruption et de l'abus de confiance ici. Quant au devoir de loyauté, il est abondamment étayé par les décisions en matière de droit du travail. Lorsqu'on met en relation ces devoirs, réserve et loyauté, et le devoir de neutralité récemment créé, quelque chose cloche. Car tous les agents ne représentent pas l'État avec la même intensité, en tout temps, et n'ont pas les mêmes responsabilités. Que dire, par exemple, d'un policier qui travaille devant un ordinateur durant l'essentiel de son quart de travail? Les décisions des tribunaux tiennent compte de ces nuances lorsqu'il s'agit du devoir de réserve ou de loyauté, mais la loi de 2017 est silencieuse en ce qui concerne le devoir de neutralité. C'est un problème, car tous les agents de l'État en situation d'autorité ne sont pas en tout temps en situation de contrôle et d'autorité. Alors, avant de cacher tout le monde dans le garde-robe, il importe de considérer des nuances et de nous demander ce qu'il en serait concrètement l'utilité de l'analyse d'impact dans la mise en œuvre de l'interdiction des signes religieux. La Ligue est convaincue que l'illusion et de l'impact discriminatoire de règles prétendument universelles. Ce qui nous ramène à c'est mon mot final, ce qui nous ramène, avant qu'il me fasse des gros signes, pauvre ami, à la nature des accommodements raisonnables qui sont des remèdes taillés sur mesure et individuellement pour corriger la discrimination. Je prends mes 30 secondes de grâce pour conclure sur une note extrêmement personnelle. J'évolue en milieu universitaire depuis près de 40 ans. Oui, je sais, je devrais être à ma retraite, mais je ne suis pas capable. J'évolue donc avec une jeune génération d'étudiantes fabuleuses et inquiètes. Et parce que j'ai l'âge que j'ai le privilège de recueillir plusieurs confidences. Et je voudrais en partager 2 avec vous. Première confidence. Ces jeunes femmes, très souvent issues de milieux arabophones et musulmans, sont inquiètes de la société québécoise. Elles le disent avec une infinie courtoisie, elles sont inquiètes. Mais surtout, elles portent le poids d'une attente familiale difficile pour elles, vraiment difficile. Elles savent et disent et reconnaissent que leurs parents sont venus au Québec pour les enfants. Je serais totalement débobinée si on empêchait le vent de porter leur voilure vers un Québec meilleur et plus inclusif. Merci beaucoup.